podcast Énergie Formation, c'est une immersion dans l'univers des gaziers. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans le quotidien d'Angèle Guéguin, technicienne en protection cathodique. C'est par un matin pluvieux de mars que commence cette journée. Angèle Guéguin, jeune technicienne protection cathodique à l'équipe maintenance de Nantes, arrive sur son lieu de travail. Il est 7h45 et après avoir effectué une marche arrière pour garer son véhicule, elle se dirige d'un pas hâtif vers le bâtiment afin de rester le moins possible sous ce déluge. Elle franchit la porte d'entrée, prend la direction de l'incontournable machine à café afin d'y recueillir ce nécessaire breuvage réconfortant. Non pas que ce café de machine soit exceptionnel, mais il fait désormais partie de son rituel avant d'attaquer sa journée. Elle saisit sa tasse et se dirige vers son bureau. Angèle pose sa veste fluorescente sur le porte-manteau. De fines gouttes d'eau s'en échappent sinueusement avant de finir leur course sur le sol. La journée de la jeune technicienne peut commencer. Elle l'entame en examinant la dernière campagne de mesure. Celle-ci fait apparaître un nombre d'anomalies étrangement élevé. Certaines révèlent un manque de protection cathodique, d'autres une absence totale. Angèle pense immédiatement à des défauts de revêtement ou d'isolement mettant la canalisation à la terre. Son instinct de gazière est-il juste ? Vous le découvrirez en écoutant le récit de cette histoire. Un travail de mise en cartographie permet rapidement à Angèle de se rendre compte que le problème est plutôt ciblé sur le quartier du Bois-Fleuri. Elle s'empare de son détecteur de canalisation, de sa caisse à outils, son multimètre, ses électrodes, etc. Elle charge son véhicule et se rend sur place afin de confirmer son hypothèse et de comprendre ce qui met cette canalisation à la terre. C'est parti. Elle gare sa camionnette, observe son environnement, positionne ses cônes et branche l'émetteur de son détecteur. Le repérage de l'ouvrage peut commencer. Le sac sur le dos, son arceau à la main droite et le plan dans la main gauche, Angèle est parée à vérifier ces quelques centaines de mètres de réseau. En seulement 30 mètres, les flèches de son détecteur ont déjà changé 5 fois de direction. Ça commence bien. En complément de la recherche de défauts, elle effectue ses mesures de potentiel à chaque point de mesure rencontré et constate à nouveau une absence de protection cathodique. La situation est grave. Purée, mon réseau est dans le noir. La pluie bat son plein. Angèle est située en bordure passante et bruyante. Elle redouble de vigilance car l'humidité rend le terrain très glissant. Les éléments sont défavorables et Angèle commence à s'impatienter, car ces relevés ne peuvent expliquer l'absence de protection sur tout le quartier du Bois-Fleuri. Elle décide de ranger son matériel et de rentrer à l'agence où elle pourra réfléchir au sec et demander conseil auprès de Michel, technicien PC aguerri. Je suis sûre que Michel va pouvoir m'aider. De retour à l'agence, elle expose son problème à Michel. Pourquoi mon réseau est dans le noir ? En bon technicien, celui-ci lui recommande de prendre de la hauteur et de reprendre tout depuis le début. Angèle lui expose les opérations effectuées sur place. As-tu effectué un relevé sur le coffret du trottoir d'en face ? Ah non, je me suis juste focalisée sur ma canalisation en défaut. Michel a probablement raison. En effectuant un relevé sur la borne d'à côté, Angèle aurait eu une information complémentaire sur l'état de la protection, montrant la présence d'une protection cathodique. Mais oui, ma campagne de mesure me l'indiquera. Elle fait rapidement le rapprochement et s'empresse alors de vérifier la campagne de mesure qui apporte bien l'information de la présence de protection sur la borne d'à côté. Angèle recoupe alors les données cartographiques avec les valeurs de potentiel de réseau et parvient à circonscrire le problème de manière beaucoup plus fine. Elle remarque que toutes les prises de potentiel dépourvues de protection cathodique sont sur un réseau possédant 4 points d'alimentation. Une liaison BP-MP, 2 raccords isolants, ainsi qu'une liaison MPC-BP. Le point de mesure qu'évoquait Michel est la liaison MPC-BP. Satisfaite de ces nouvelles informations, Angèle retourne voir Michel afin de lui faire part de ses découvertes. Regarde Michel, mon réseau est censé être alimenté par là, là, là et là. Elle désigne les 4 liaisons sur le plan.
Michel acquiesce et encourage Angèle à poursuivre ses investigations au bureau dans un premier temps. Elle continue son analyse et relève d'autres indices. Tiens, la liaison MPC-BP n'a pas été trouvée par le prestataire. Mais c'est là qu'il déblayait les gravats. La technicienne repense au balai des pelleteuses qui charriaient d'énormes blocs de béton. C'est curieux ça. Le courant dans la liaison du raccord isolant 42623 est quasi nul. 3 microampères, c'est pas normal, hein. Il devrait y avoir plus d'intensité. L'analyse progresse. C'est alors qu'une voix retentit dans le bureau. Bah alors Angèle? Ouh, t'as l'air d'avoir besoin d'un café toi. Il s'agit de Sylvain, son collègue technicien gaz. M'en parle pas, ce foutu quartier du Bois Fleuri me ressort par les trous de nez. Ah bah, on y était le mois dernier tiens. La curiosité d'Angèle est piquée. Il y a peut-être des informations utiles pour son enquête. Qu'est-ce que vous y avez fait? On a mis HS un poste BP et tubé tout un tronçon de réseau. Ça a vraiment été quelque chose. Mais c'est ça! Bah qu'est-ce qui t'arrive? Angèle explique brièvement à son collègue l'enquête qu'elle est en train de mener. Sans s'en rendre compte, Sylvain lui a donné un indice capital qu'elle s'empressera de confirmer sur place le lendemain. Afin d'obtenir le plus de renseignements possible avant de retourner sur le terrain, elle contacte donc le chargé d'affaires responsable du chantier de renouvellement de réseau. Les renseignements sont pris et Florian, le chargé d'affaires, lui confirme que le réseau BP a été démaillé plus en amont et tubé en polyéthylène. Angèle a clarifié la situation et a trouvé les 4 points de démaillage électrique sur le réseau. Elle sait désormais précisément les points qu'elle doit vérifier sur place le lendemain. C'est une nouvelle journée qui commence et notre technicienne a hâte d'en découdre avec cette sombre histoire d'absence de protection cathodique. Salut Angèle, tu m'as l'air plus joyeuse qu'hier. Salut Michel! Oui, j'ai fait quelques découvertes hier concernant le Bois Fleuri et figure-toi... Angèle explique ses découvertes à Michel qui l'écoute d'une oreille attentive, satisfait de voir qu'elle a pris le temps nécessaire au recueil de renseignements. Après un questionnement bienveillant de Michel, Angèle retourne faire quelques vérifications à son bureau et collecte à nouveau des informations complémentaires. Les mesures étaient bonnes l'année dernière, bon... Ça veut dire que le problème a moins d'1 an. Le réseau BP qui n'est plus sous PC est revêtu Bray et date de 1961. Pas tout jeune ces tuyaux. Les mesures faites sur le réseau resté sous PC sont plus négatives de 500 millivolts en moyenne par rapport à l'année précédente. Tiens, on dirait que la basse pression consomme quand même pas mal de courant. Ajouter à un réseau revêtu Bray, pas étonnant que ma recherche de défauts ne donnait rien. Ce vieux réseau BP présente beaucoup de défauts de revêtement. Angèle devine que sa valeur d'isolement n'est pas très élevée et comprend que son détecteur et son arceau lui fournissaient autant d'informations contradictoires tant il y avait de défauts de revêtement. Avec le recul et la multiplication des indices collectés à l'agence, Angèle comprend qu'elle s'était en effet un peu précipitée la veille en partant chercher des défauts de revêtement avec la méthode Pearson. Cette fois-ci, elle est fin prête. Elle se lève, quitte son bureau et rédige un nouveau bon de travail. Michel le valide et lui demande d'un air malicieux et complice si elle a toutes les informations nécessaires à l'établissement de son diagnostic. Elle acquiesce et lui fait part de ses informations collectées et de son raisonnement, puis se dirige vers sa camionnette. Elle enclenche la première, arrive au point de patinage en jouant avec les pédales, puis prend la direction de l'avenue des Tilleuls, au cœur du quartier du Bois Fleuri. Elle arrive au premier point d'alimentation. Celui-ci est situé près de l'école Pierre Rabhi. Angèle remarque quelques rustines sur le bitume entre l'ancien poste BP et le coffret de mesure de liaison MPB-BP. Ce sont bien là les vestiges d'un ancien chantier, celui évoqué par son collègue Sylvain la veille. Elle ouvre le coffret et y constate également une absence de protection cathodique. Cette information est parfaitement cohérente avec les propos de Sylvain. La liaison est en aval du tubage. Elle prend quelques clichés nécessaires à l'organisation de travaux, visant à reconstituer la liaison au bon endroit, c'est-à-dire en amont du tubage. Angèle sort à nouveau son détecteur RD8000, mais cette fois-ci, elle sait exactement ce qu'elle veut trouver. Le poste de soutirage n'étant pas loin et surtout équipé d'un vieux redresseur à pont de diode.
Elle sait qu'elle peut régler son détecteur sur CPS et repérer le lieu où elle perd la protection sur la canalisation. C'est à cet endroit exact qu'elle ira reconnecter un câble sur la canalisation par l'intermédiaire d'un brasage tendre. De la satisfaction se lit enfin sur son visage. Elle rassemble son matériel en se disant qu'enfin son enquête se débloque. Elle remonte dans sa camionnette bleue et se rend cette fois-ci au niveau du second point d'alimentation. Retour rue des Acacias. Là où la veille, sous des trompes d'eau, un balai d'engins de chantier évacuait des tonnes de gravats d'un vieil immeuble devenu insalubre. La liaison MPC-BP demeure introuvable. Le prestataire qui avait fait les mesures avait aussi passé un peu de temps à la chercher. En vain. Comme le prestataire, elle fait chou blanc. Elle ne voit rien. Un coordinateur de chantier se présente à elle, intrigué par son investigation. Vous cherchez quelque chose, madame? Bonjour. Oui, je recherche un petit coffret qui ressemble à ça. Elle saisit son smartphone et fait défiler les images jusqu'à ce qu'elle fige la photo d'un coffret se situant au pied d'un muret décrépit et couvert de graffitis. Le plan grande échelle donne l'impression de ne pas être au bon endroit, tellement l'environnement est différent avec le chantier en cours. Ah oui, ce petit coffret. Il semblait abandonné. Le type de l'éclairage public m'a dit que je pouvais le dégager. Il l'a testé, il n'y a pas de jus dedans. Angèle soupire et explique au chef de chantier que ce n'était pas un coffret abandonné, mais qu'il était bel et bien en service. Le chef enfonce le clou et explique qu'ils ont coupé les câbles et remblayé le tout sans rien avoir repéré. Impossible donc de réalimenter par ici. À nouveau, Angèle prend quelques photos et convient d'une date avec le chef de chantier pour refaire une liaison. Pas 23 mois, on a encore là terrassé, là passer des fourreaux, là-bas poser des buses. Il faut qu'on coule le béton, ça va pas se faire comme ça. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais Angèle négocie et fait comprendre au chef de chantier que la situation n'est pas acceptable. La liaison doit être rétablie. Le chantier aura lieu dans 6 semaines. Retour à son véhicule. Elle fait le point sur son plan. Elle saisit son marqueur et entoure le lieu où elle se trouve. Elle pointe la PP 42623 où circulaient quelques microampères et se dit qu'il faut confirmer l'hypothèse de la liaison ouverte. Arrivée sur site, elle balise sa zone de travail et ouvre le coffret. Une araignée s'en échappe. Angèle était vigilante. Elle sait que ce coffret ne figure pas dans la campagne de mesure car 100 mètres plus haut se trouve le 42621 qui, lui, avait été mesuré. En effet, il serait impossible, voire inutile, de mesurer toutes les PP d'une ville. Les 2 câbles chantant le raccord isolant sont équipés d'une cosse à œillet et sont raccordés ensemble par une vis et un écrou. Le tout emballé par plusieurs tours de ruban adhésif rouge. Elle retire le ruban d'électricien et prend la mesure. Pas de miracle. Moins 590 millivolts. La protection cathodique n'est pas revenue toute seule. Mais au moins, elle recueille cette donnée supplémentaire lui permettant une fois de plus de confirmer son hypothèse. Elle se souvient qu'un câble coupé a un potentiel beaucoup plus proche de zéro. Équipée de sa clé de 13, elle dessert la connectique, range la boulonnerie et ses outils dans sa boîte à outils afin de ne pas les égarer. Elle saisit son multimètre et son électrode de mesure et mesure le potentiel de chacun des câbles. Ah ben voilà. Moins 135 millivolts. Le câble d'alimentation est coupé dans le sol. Angèle observe l'environnement en tournant la tête à droite et à gauche, mais ne semble pas obtenir ce qu'elle souhaite. Mince. Aucune trace visible de chantier récent. Dégainant à nouveau son RD8000, elle part en quête de trouver le lieu où le câble est sectionné. Peine perdue. Il est presque impossible de trouver ce genre de choses avec un détecteur électromagnétique. Et de 3. Angèle prend à nouveau des photos pour organiser l'ouverture d'un chantier permettant la réparation de cette liaison de raccord isolant. Un coup de marqueur sur le plan et Angèle se dirige doucement vers le 4e point d'alimentation. Au volant de sa camionnette, les 2 mains sur le volant et le regard sûr, elle progresse dans cette nébuleuse urbaine. Les immeubles de briques et de béton s'enchaînent, tout comme les feux de signalisation. Elle entame son virage dans la rue et comprend immédiatement de quoi il en retourne. Du vert, du rouge, du jaune, du marron, du violet, du bleu. Un véritable feu d'artifice est dessiné à même le sol. Il va y avoir des travaux ici. En effet, ces tracés de bombes de peinture caractéristiques des détections de réseau sont annonciateurs de travaux, et il n'en fallut pas plus à Angèle pour comprendre le lien avec l'ouverture de sa liaison de raccord isolant. Après avoir maugréé quelques instants, elle saisit son téléphone et contacte la cellule travaux tiers afin de leur rappeler de passer la consigne de bien refermer les liaisons qu'ils ouvrent lors des repérages. Angèle reprend les mesures de potentiel et de courant dans cette liaison de raccord isolant
et retrouve enfin un niveau de protection cathodique semblant être acceptable. Mais la lecture du courant n'est pas satisfaisante. Angèle pensait bien avoir une valeur plus significative. Midi va bientôt sonner, il est temps de reprendre des forces. Allez, à table. Angèle déjeune dans un petit restaurant de quartier. Elle a échangé par politesse avec ses voisins, mais elle n'y était pas vraiment. Son enquête n'est pas encore résolue. Elle refait le point sur ses recherches en remuant machinalement sa petite cuillère dans son expresso d'une main et griffonnant de son crayon les contours des alvéoles de son set de table en papier. Elle a été contrôler chaque point d'alimentation de sa maille électrique et un seul a pu être refermé. Les 3 autres devront subir des travaux. Angèle décide de vérifier le bienfait de son action, mais elle reste dubitative. Le courant transitant dans la liaison n'est pas assez élevé, au regard de l'isolement faible du réseau. À l'issue de ce point de fin de repas, elle décide de procéder par échantillonnage et choisit 5 prises de potentiel sur la maille qui étaient hors protection cathodique pour vérifier si la protection a fait son retour. Elle règle l'addition et s'éloigne du restaurant en vue de mettre en œuvre ces vérifications. Mais elle n'y croit pas vraiment. Les fluctuations intempestives de son appareil de mesure la veille étant synonymes de mauvaise isolation du réseau. Les 5 prises de potentiel sont visitées et ses doutes sont confirmés. Elle en avait le pressentiment. Ça ne collait pas. Trop peu de courant circulait dans la liaison. Ce qui voulait dire que la valeur d'isolement n'était pas si faible que cela. Et en effet, c'est sans appel. Toujours pas de protection cathodique sur la maille. Retour à la case départ. Retour à l'agence. Angèle regagne son bureau. Elle reprend sa cartographie et y trace ses actions. Sur ce plan moyenne échelle, on y distingue simplement le tracé de la canalisation ainsi que les liaisons et les raccords isolants. Sur le plan, il n'y a plus de discontinuité électrique possible, mais sur le terrain, c'est manifestement une toute autre affaire. Ce sont les mêmes symptômes. Pas de PC sur cette satanée maille BP et le reste du réseau qui a pris 500 millivolts. Décidément, cette enquête piétine. Toujours au bois fleuri, Angèle? La jeune technicienne explique à son collègue les actions faites le matin et la déconvenue de l'après-midi. Durant le récit d'Angèle, Michel a eu les mêmes doutes concernant le trop faible courant. Ça ne colle pas. Il propose alors à Angèle de ressortir du grenier la vieille machine à lire les microfiches. Au milieu des archives, où sont stockés les cartons, vieux ordinateurs et autres témoins d'une époque lointaine, se trouve peut-être, posé sur une table, l'appareil permettant de débloquer leur situation. Après avoir enlevé les pêches cousses de poussière qui s'y étaient accumulées, Michel se saisit de cet ancien lecteur et, accompagné d'Angèle, regagne le bureau. Il reconnecte l'appareil au secteur. La machine s'allume aussitôt, prête à reprendre du service. Ses petites lunettes rondes sur le bout du nez, Michel se remémore doucement comment retrouver la planche cartographique correspondant à la zone qu'ils sont en train d'étudier. Un bond dans le passé s'opère et Michel raconte avec passion et un brin de nostalgie sa vie de gazier à Angèle, qui l'écoute avec attention. Il explique les chantiers, les astreintes, les techniques d'assemblage de tubes, les contraintes que posent les réseaux BP et les accessoires qui les composent. Tiens, tu vois, là c'est un siphon isolateur. Il est comparable à une grosse marmite remplie d'eau. Il est placé entre 2 brides et grâce à une certaine hauteur d'eau, une pression se crée dans le but d'interrompre le flux gazeux dans le réseau. Angèle observe de plus près et fait remarquer à Michel que ce siphon est isolateur et isolant également. Regarde là, c'est écrit en tout petit. Elle vient de mettre le doigt sur le problème. Cet accessoire sur le réseau BP n'est plus utilisé et ne figure plus sur les plans d'aujourd'hui. Mais ce raccord isolant un peu particulier se situe à environ 270 mètres de la liaison remise en service par la jeune femme le matin même. Évidemment. Elle comprend alors que ce qu'elle a remis sous protection cathodique n'était que les 270 mètres de réseau entre le siphon et le dernier point d'alimentation. Elle recopie minutieusement ces informations salvatrices fournies par les microfiches sur un plan grande échelle et se rend une nouvelle fois sur place. Ça fait maintenant plusieurs années que les siphons ne sont plus utilisés et les travaux de voirie gomment souvent toute trace d'anciens ouvrages, rarement, voire plus exploités. Angèle cherche la trappe de visite et tourne la tête à droite puis à gauche, cherchant en vain la petite plaque de fonte. Un vieil homme observant la scène de la fenêtre de sa maison s'intéresse à cette agitation.
et est intriguée par les activités menées par la jeune technicienne. Angèle se présente poliment et répète la description donnée par Michel. Elle cherche une trappe ronde en fonte d'une quarantaine de centimètres de diamètre, frappée par la mention gaz. Le vieil homme la rejoint sur le trottoir, tout heureux de se lancer lui aussi dans cette chasse au trésor. Au fil de la conversation, Angèle apprend que Monsieur Loiseau vit ici depuis longtemps et qu'il se souvient très bien de la mise en gaz du quartier. Oh, si ma mémoire est bonne, il me semble bien qu'il y avait là ce que tu me dis que tu cherches. En désignant du doigt le goudron à quelques mètres d'un orodateur, ni une ni deux, Angèle sort sa poêle à frire et tente de rechercher cette masse métallique recouverte de bitume. Bingo! La jeune femme vient de trouver ce qu'elle cherche et il semble évident, maintenant que son emplacement est validé, que l'on distingue sur le bitume comme une forme ronde. Ce genre de forme que l'on voit parce que l'on sait qu'elle est là. Angèle se saisit de son marteau et donne un coup sur le sol. Ça sonne creux. Plus de doute, elle ôte la fine couche d'asphalte, met à jour l'ancien regard en fonte et l'ouvre. Elle pose délicatement le couvercle sur le côté et constate 2 câbles dont chaque extrémité est couverte de verre de gris. Cette même couche d'oxydation du cuivre si reconnaissable, celle-là même qui recouvre la Statue de la Liberté. Ben celui-là, ça doit faire longtemps qu'il est coupé. Angèle sort son matériel pour refaire le câblage et reconnecter les câbles. Elle en profite pour faire des mesures de courant et de potentiel et elle retrouve enfin des valeurs bien plus cohérentes. Les photos et les cotes sont prises. Elles enrichiront la base de données d'un nouveau point de mesure. Angèle confirme que l'ensemble des points qui n'étaient plus sous protection cathodique le sont à nouveau. Elle va enfin pouvoir solder sa fiche action. Elle aura préservé l'intégrité du réseau en menant son enquête à terme. Le réseau ne tenait plus qu'à un fil avant que l'équipe de Sylvain n'intervienne. Mais ce n'était pas tout. La mise à jour cartographique, le chef de chantier de l'immeuble en démolition mal informé, le technicien responsable du repérage des réseaux et la mystérieuse rupture du câble du raccord isolant ont tous contribué au fait que ce réseau soit passé brusquement sans protection cathodique. C'est pour toutes ces raisons que les programmes de maintenance préventive existent et que le choix des points de mesure constituant une tournée est important. Sur cette affaire, comme beaucoup d'entre nous, Angèle a été victime du biais de confirmation. Elle est partie d'une certitude qu'elle a cherché à conforter par des faits isolés, provoquant un enfermement dans son schéma de pensée. Il faut bien souvent une aide pour nous accompagner à notre prise de hauteur, et c'est le rôle qu'a tenu Michel ici. Il a permis à Angèle de se repositionner et de voir le problème dans sa globalité. Les faits, les rencontres, les constats et mesures recueillies lui ont permis de venir à bout de son problème et de sortir de ce biais cognitif. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Angèle et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde gazier.